Bonjour chez vous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle matinale sur RTI1. Et oui, Matin Bonheur vous tend les bras et vous invite à un réveil paisible, tranquille et surtout bénéfique pour vous. Je ne suis pas seule, vous le savez, Marco est là, bonjour, Fatim est là, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour Marco. Ça va? Ça fait un mois pile poil hein, qu'on a commencé, hein, depuis le 6 novembre. Le 2. On a commencé quand le 2? On a commencé le 6 novembre. Le 6 ah novembre. oui, c'est la mémoire qui se lance. Le 6 décembre 2017, ça fait un mois les filles. Ça se passe bien? On tient le coup? On n'a pas le choix. On va jusqu'à fin juin, hein, voilà. Donc voilà. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bonjour et vous le savez, le monde entier s'est réveillé à 2 h du matin. GMT, l'icône intemporelle de la musique, s'en est allé. Johnny Hallyday est mort. Johnny Hallyday a laissé le micro à jamais des suites des cancers du poumon qui aura finalement eu raison de lui à 74 ans avec 57 ans de carrière. Assurément que Fatim reviendra dessus dans la titrologie et même dans la revue de presse. Cela dit, dans notre émission aujourd'hui, nous allons parler de français, parler de français. Voilà, c'est la rubrique. Hein. Parler avec des termes et des thèmes qu'on ne doit plus utiliser dans la langue de Molière. Et puis, dans la fin, vers la fin de ce rendez-vous, vous le savez, le mercredi, c'est famille. Nous allons parler de la fratrie, les frères, les sœurs, la famille, fusion ou tout simplement belligérance ou rivalité. Qu'est-ce qui se passe entre frères et sœurs, entre sœurs? Est-ce qu'il y a toujours la connivence? Est-ce que la rivalité finit par prendre le pas? Ce sera donc l'intitulé avec notre spécialiste Bernadette Asso-Nguessan. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est Matin Bonheur qui commence maintenant avec la titrologie. Oh, bonjour Eva, oh, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Alors nous allons prendre le pouls de la situation politique, économique et sociale du pays grâce au titre de la presse écrite. Et une fois n'est pas coutume, Fraternité Matin se retrouve sous le feu des projecteurs. En effet, le personnel proteste contre le plan social. La une n'apparaît pas, mais vous allez voir aussi, ça y est, que le principal titre concerne la lutte contre le sida pédiatrique. Les premières dames prennent de nouveaux engagements. Une information qui apparaît aussi à la une du Patriote qui va suivre, mais éclipsée par les portraits des 17 qui feront 2020, nous dit donc la couverture. On y reconnaît le vice-président Daniel Kablan-Dunclan, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko ou encore le ministre de la Culture et de la Francophonie, monsieur Vandama Maurice, mes excuses. Allez, l'intelligent d'Abidjan aussi revient sur ce sujet. Et titre donc 17 décideurs cooptés par Bédier et Ouattara pour établir les profils des candidats. Mabry signe son grand retour. Moutaillé et les dissidents, eux, sont renvoyés dos à dos. C'est un tout autre sujet qu'on va retrouver maintenant à la une du quotidien Le Jour qui titre « Chinois et ouvriers se battent lors de la construction du stade olympique d'Ebimpe ». Ça doit rappeler quelque chose à nos amis d'Odiéné. L'expression maintenant va apparaître et vous dit tout sur le projet Ivoire Taxi, notamment les tarifs, les arrangements et qui en sont donc les propriétaires de ces taxis. Le quotidien s'intéresse aussi à la guerre au sein du FPI entre Afin Guessan et Abdourahmane Sangaré. À la une du journal de l'opposition LG Info qui a interrogé le jeune Richard qui avait brandi donc la banderole Libéré Gbagbo. Le jeune supporter explique son acte et le journal titre aussi à propos de Fraternité Matin, les agents ne veulent plus de venance qu'Onan. Et pour finir, Marcelin le disait juste tout à l'heure, l'information qui est tombée cette nuit concerne donc notre cher Johnny Hallyday qui est décédé. Je ne sais pas si la une va apparaître. Oui, voilà. Et donc il avait donc 74 ans, l'a appris cette nuit. Je reviendrai largement lors de la revue de presse People, mais on se retrouve tout à l'heure pour une revue de presse très régionale. À tout à l'heure. A tout de suite, Miss Gigi, on rappelle que Johnny Hallyday, c'est 110 millions de disques vendus pendant toute sa carrière. 110 millions, c'est énorme. Je ne sais même pas... Une discographie féconde, d'une fécondité à toute épreuve. Hein. Oui, je ne sais pas à l'échelle nationale à qui le comparer. Même à l'échelle du continent... L'échelle mondiale. 110 millions d'albums, c'est... C'est un monsieur. Franchement, c'est un monsieur qui mérite le respect, qu'il repose donc en paix.
Marco, on Oui, continue, on avance. On a Christelle Akoussa qui nous fait un clin d'œil avec une chanson concernant bien sûr Johnny. Toutes les télévisions modernes donc, se sont réveillées ce matin. On ne le dira jamais assez. Icône intemporelle de la musique internationale, figure titulaire, mythique et totémique de la chanson française. Seul Johnny Hallyday. Regardez tomber la pluie. Écoutez le souffle du vent. Acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses. Devoir continuer à vivre comme avant. Seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Wow. C'est touchant. Ah, c'est touchant, franchement, c'est un artiste qui mérite tout notre respect, on l'a dit, immense carrière. C'est vrai qu'il a annoncé à plusieurs reprises la fin justement de cette carrière-là, mais il avait toujours du souffle, il avait toujours des choses à proposer. On avait toujours un album qui sortait après. Marco, quelle est votre chanson préférée de Johnny Hallyday? Moi, ma partie à moi, comme disait ce matin le président Emmanuel Macron, on a tous en nous quelque chose de Johnny. Ma chanson préférée, c'est la chanson de Noël à cause de ma dernière fille que j'embrasse, qui est à Paris. Donc c'est Tu es mon plus beau Noël. Quand je la serrais dans mes bras et que je chantais ça, elle réagissait et elle s'endormait tout de suite et c'est resté. Quel Tu es papa mon formidable. plus beau Noël. Moi, ce sera Gabriel, tout Ah ouais, simplement. Je trouve que c'est une franchement. chanson magnifique. Mais bon, Wow. la vie continue, the show must go on, Ouais. comme on dit, hein, bien évidemment. Les artistes ont cela de magnifique qu'ils ne meurent jamais. Ils nous Absolument. accompagnent toujours, ils sont dans nos cœurs, ils sont dans nos pensées. Et surtout, ils sont dans nos vies, grâce aux écrans, grâce à tous ces souvenirs impérissables qu'ils nous laissent. On passe à présent à la gym. Vous le savez, depuis le début de la semaine, Karl Kadi nous accompagne. On regarde. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée de Strong by Zumba. Hier, on a travaillé un tout petit peu plus fort. Aujourd'hui, on va être au sol. On va faire des exercices pour les bras et pour les abdos. Alors sur un tapis, on va se placer, on va se mettre à genoux. On va garder les mains un tout petit peu en avant, les fesses vers l'arrière et l'exercice va consister à descendre, se placer en position planche et à revenir en étirement. Et on va en rajouter au fur et à mesure, on va voir ce que ça va donner. Alors quand vous êtes prêts, on y va. On a les mains en avant, assis sur les chevilles. Alors c'est parti, pompe et on revient. On descend, pompe, tire. L'objectif, c'est de toujours rester en mouvement. On descend, on essaie d'emmener la poitrine le plus bas qu'on peut. On expire en revenant. Et on va rester en pompe ici. On va placer nos coudes. On va garder les coudes en dessous des épaules. On va lever les jambes. On décolle les genoux. On essaye de garder le bassin bien droit. Pour ceux pour qui c'est difficile, vous pouvez juste poser les genoux au sol. On reste dans cette position-ci, on essaye de la maintenir la plus longtemps possible, n'est-ce pas? Alors, on emmène un bras à l'intérieur et on allonge. On rentre le bras et on allonge. On rentre le bras et on allonge. Encore. Et on revient, on reste en planche. On respire. Même chose de l'autre côté. Bras, on allonge et on le rentre. Encore. On revient, encore une fois, on reste en planche. On va repartir s'asseoir sur nos chevilles. On garde la tête en bas. Premier exercice, on repart. Pompe et on revient. Pompe et on revient. On pense à bien respirer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave si vous vous arrêtez ici, c'est normal. Au fur et à mesure, vous allez être capable de descendre plus bas.
On travaille nos bras. Et on repart en planche, on travaille nos abdos. On reste sur les coudes, on essaye de décoller les genoux. On reste presque fini, vous êtes capable. Excellent, on relâche. On va s'asseoir sur les chevilles. On va partir sur le dos. On va s'asseoir. On va s'allonger. On va garder les genoux dans la poitrine. On va garder les bras derrière la tête. On allonge les deux jambes. Et on revient. Encore. On expire en allongeant les jambes. Et on ramène. Encore une fois, très important de faire attention à votre dos. On veut toujours garder le bas du dos appuyé. Pour tous ceux qui ont mal au dos, l'option serait d'allonger les jambes vers le plafond et de revenir. Ça travaille quand même. On en fait deux autres. Et une dernière. Et on revient. On ramène les genoux dans la poitrine. On reste allongé sur le dos. On se bascule tranquillement de gauche à droite. Et on relâche. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez tous senti vos abdos. En tout cas, nous, on les a sentis. Et on se revoit demain. N'hésitez surtout pas à refaire ces exercices dans le courant de la semaine quand vous en sentez le besoin. Ouais, on a senti hein, les abdos là. Oula, ça fait du bien, hein, travailler les abdos. Le gainage, hein, franchement, hein, Soro Lydie, qui est avec nous dans l'équipe, disait que c'était son sport favori. C'est ça, non, Soro? Le gainage, ça fait du bien. Merci à Harold Kadi, que vous allez avoir tout au long de la semaine dans le volet sport. Mais ça ne nous empêche pas de saluer aussi le coach Fabrice quelque part dans le monde. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, pendant qu'il est 6h07. C'est le moment de manger. Bon appétit. Première image qui n'est pas signée, mais en tout cas, c'est une recette particulière. J'espère qu'elle vous donnera des envies. Hein. C'est une jardinière de salade au blanc de poulet avec du soumara. Ah bon? Donc, je ne sais pas quel goût ni quelle saveur cela peut avoir. Jardinière de... Salade au blanc de poulet avec du soumara. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le soumara, c'est un assaisonnement typiquement... très bon pour la santé. Ivoirien, on dirait, fait à base de maïs, c'est ça? Il ne faut pas que je me trompe, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. En Pourtant, tout cas, vous êtes une grande cuisinière reconnue. Ah non, mais le par la soumara, je communauté ne connais pas, baoulé. j'ai jamais utilisé. Puis le soumara, c'est pas typique baoulé, hein, ça vient plus du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, mais à coup de passé, je ne sais pas plus de choses parce que sur cette épice. Alors, moi, je vous propose rouleau de jambon au fromage. Wow. C'est plus, on va dire, conventionnel. Là, on connaît mieux. Oui, on connaît mieux. Rouleau de jambon au fromage, venu tout droit de Monsieur Georges, qui nous envoie ça de Paris. Rouleau de jambon. Faire attention au gras, au cholestérol, hein, parce que déjà, le fromage, c'est gras. Après, le jambon également. Le bon côté du fromage, c'est le côté où il y a quand même du calcium. C'est bon aussi, mais attention, il ne faut pas exagérer. Exactement. Vous avez la clé? Oui, j'ai la clé. D'ailleurs, la voiture est en place pour le premier point route de la journée. On n'a pas de point route? Ce n'est pas un point route? Ben, on va se rendre à Ikaza, tout simplement. Hein. On va voir, vous le savez, Ikaza, c'est ce sommet-là qui... Alors, finalement, Ikaza ou point route? Ok, on y va au point route, alors. Deux tronçons aujourd'hui donc pour le point route, en tout cas pour ce premier. On va aller directement sur le Lagunaire, le boulevard Lagunaire. Ah, et vous voyez les salades d'eau douce là, finalement, oui, finalement ça va prendre toute la lagune. Hein. Faut faire quelque chose. Hein. Mais bon, je rappelle que pour le volet historique, c'est comme ça que nos parents savaient que la fin de l'année était là. Oui, quand les salades d'eau douce sont sur la lagune, nos parents, Tchaman, si vous préférez, briller comme ça. Voilà, j'ai appris ça quelque part et c'est vrai. Donc, ça veut dire que c'est la fin de l'année. Sinon, au niveau de la circulation, c'est le début de la circulation en ce matin du 6 décembre 2017. Eh oui, on voit que les phares sont déjà allumés. Alors, deuxième escale, dernière de ce point route en tout cas, où est-ce qu'on sera? Koum City, je crois. Christelle Akoussan rappelle les commandes de cette émission et la réalise. Grand carrefour de Koumassi qui se réveille tout doucement, tout tranquillement. Pas grand-chose à signaler comme vous pouvez le voir. C'est calme, tout est calme.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être avec nous très tôt le matin. C'est encore mieux le matin de se réveiller, de suivre RTI 1. Dans quelques instants, nous allons prendre angle avec notre spécialiste du français. Donc, on va contrôler notre manière, notre façon de parler. Donc, je vais m'appliquer pour le lancement de cet élément maintenant. Les jeunes reporters, comme le nom l'indique, sont des jeunes formés au métier de la radio à l'initiative de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, pour défendre les droits des enfants. À l'édition 2017 de ICASA, ils sont bel et bien présents depuis le village communautaire où ils se sont installés. Ces jeunes ont décidé de donner de la voix, une fois de plus, pour participer à l'éradication du VIH en Afrique et partant dans le monde entier. C'est un reportage signé Guillaume Zéré. Ils sont jeunes, à peine sortis de l'enfance, et leur volonté à faire progresser la lutte contre le VIH est vraiment remarquable. Eux, ce sont les jeunes reporters venus des pays d'Afrique. Ils entendent faire valoir la voix des jeunes à cette 19e édition de ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST. Dans ce village communautaire, la présence des jeunes reporters se justifie par le fait que aujourd'hui, nous savons que la tranche d'âge la plus touchée par le VIH-Sida, c'est les jeunes et les adolescents, d'où l'initiative All In. Et les jeunes reporters sont véritablement impliqués dans cette initiative, d'où leur présence ici à travers la production d'émissions radio. Leur arme, c'est la radio. Une fois installés dans leur studio, ni aucun sujet qui concerne le droit des enfants, ni aucune personnalité ne peut freiner leur engagement. Cet engagement pour une Afrique sans sida, qui migre résolument vers le développement. Mais vous, en tant que ministre de la Santé, quelle politique mettez-vous en place pour pouvoir plus impliquer les jeunes? Le dépistage précoce. Nous avons un grand ministre des jeunes ici. Nous travaillons ensemble. C'est lui le leader aujourd'hui des jeunes. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est parce qu'on veut représenter d'autres enfants qui n'ont pas la chance d'être là. Donc si nous sommes là, nous devons bien faire passer le message de telle sorte qu'ils puissent bien percevoir et pouvoir améliorer leur santé, avoir des informations sur le VIH, de telle sorte qu'on puisse diminuer le taux. 11, c'est le nombre de jeunes reporters issus de la Zambie, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire qui vont animer cette semaine de ICASA. Créés à l'initiative de l'UNICEF et de l'Association des scouts catholiques, leurs productions sont retransmises en direct sur Internet pour montrer au monde entier l'engagement des jeunes Africains à refermer le malheureux chapitre du sida d'ici à 2030. De retour sur ce plateau, vous la voyez, vous l'apercevez, elle est magnifique aujourd'hui dans un foulard que j'apprécie. Vous savez mon amour pour les foulards. L'équipe de foulards. Oui. Professeur Inao Oulaï Zapirachel, bonjour. Bonjour Eva. Soyez la bienvenue. Bonjour Marco. Avec vous tous les mercredis, on essaie de déjouer les pièges de la langue française qui n'est pas évidente à assimiler. En tout cas, il y a beaucoup de faux amis, on dira, beaucoup d'expressions erronées qu'on utilise croyant être dans le vrai, alors que ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, on parlera de passer un concours, on parlera d'une autre, la palissade, l'avenir de demain. On parlera du comparatif et du superlatif, plus et le plus. À tout de suite. Non, non, pas de jingle, on y va directement. Bien. On vous écoute. Bien. On va commencer par passer un concours. Ah, ça c'est monnaie courante, ça. Oui, monnaie courante, passer un concours. Son concours de l'ENA. Voilà. Passer son concours de... En réalité, passer un concours, c'est réussir ce concours, c'est-à-dire être admis. On va noter. Hein. Voilà. Donc, réussi. Avoir ce concours. D'accord. J'ai passé le bac, ça veut dire que j'ai réussi. Voilà. Et pour dire qu'on ça, c'est ce qu'on dit communément. Mais en réalité, c'est présenter un concours. Parce que présenter un concours, c'est se proposer ou être proposé dans l'optique d'être retenu ou d'être admis. Alors que passer un concours, il sort généralement du fait qu'on se soumette à un examen. Parce que le concours en lui-même, qu'est-ce que c'est? Il faudrait qu'on fasse d'abord la part des choses. Il y a l'examen, il y a le concours. Exactement. L'examen, qu'est-ce que c'est? L'examen, ce sont des épreuves qu'un candidat subit pour qu'on puisse évaluer son degré bien sûr de ses capacités, en quelque sorte. Et le concours, on pourra dire que le concours, c'est une forme d'examen, mais cette fois-ci où le nombre de places est connu, il est déterminé, il est limité, et donc on fait un classement, c'est après ce classement-là qu'on obtient le titre ou la place. Alors
si je comprends, donc l'examen, en fait, ce sont des épreuves où on dit à partir de 170 points, vous êtes admis. Voilà. Donc tous ceux qui ont dessus de 170 points, par exemple, sont admis. Parce qu'on veut peser, par exemple, votre degré, votre capacité. Vous avez appris durant un temps, on veut voir si vous avez assimilé ce que vous avez appris. Ça, c'est passer un examen. Le concours, sélectif. Il est sélectif. Il y a des places limitées. Le nombre de places est déterminé. Et puis, vous allez compétir. Vous êtes, par exemple, 1000. Sur les 1000 personnes, il est prévu qu'on prenne 30 personnes. Et donc, c'est après cette sélection-là que ces 30 personnes sont admises. Les meilleures. Alors, une autre expression qui revient, mais à foison, l'avenir de demain. L'avenir de demain. Coucou à bébé DJ. Dites-moi. Vous voulez créer le buzz? L'avenir, c'est quand? L'avenir, c'est Je voudrais qu'on me le dise. C'est demain, justement. L'avenir, c'est dans le futur. Ça veut dire demain. Normalement, dans notre dimension, c'est ça. Voilà. Donc, dire l'avenir de demain, du coup, on est en pleine tautologie. C'est-à-dire une répétition inutile. On entend ça très souvent. Je vais prendre un deuxième exemple qui va dans le même sens. Le jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Vous voyez la composition de ce terme au jour d'aujourd'hui. On a le jour, ensuite aujourd'hui. Aujourd'hui qui sous-entend jour. Et puis même dans le terme aujourd'hui, on a le 8 qui nous ramène vers le latin. Oui. Le latin, en latin, le 8 sous-entend audi. Audi qui veut dire aujourd'hui. Donc du coup, lorsqu'on dit au jour d'aujourd'hui, on est en train de... Il y a 3 fois le jour. Donc c'est une exagération qui n'a pas sa place en réalité. Donc on le tolère, attention, on le tolère avec les écrivains qui ont cette licence-là de manipuler la langue en démontrant qu'ils ont un style particulier à eux d'écrire. Ah oui. Mais attention, à nous les usagers... Dans un livre, on peut lire « Le vieil Église ». Voilà. Il y a certaines libertés... c'est pour l'écrivain. Parce qu'il a cette licence-là de manipuler la langue et d'imposer le style à lui. Ouais, donc on ne dit pas l'avenir. On ne dit pas l'avenir de demain. L'avenir, tout simplement. Très bien. Le comparatif et le superlatif, plus le plus. Oui, je suis revenue sur le comparatif et le superlatif, grâce à Eva. Merci. Puisqu'on va épiloguer là-dessus pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir l'utiliser correctement. J'avoue que quand on utilise plus, c'est qui sous-entend qu'on veut faire une comparaison. Alors, nous avons la dernière fois, à une de nos émissions, je crois que nous sommes revenus sur... Tu es beau que qui? Tu es beau que qui? Tu es grand que qui? Non, si on est en train de comparer, il faudrait ajouter au pronom relatif le plus. Pour qu'on puisse avoir tu es plus beau que qui? Maintenant, quand on veut quantifier, c'est-à-dire avoir le degré, en ce moment, on se refait au superlatif pour se retrouver avec tu es le plus beau. Si on veut entrer dans un superlatif absolu, on dira même il est très beau. Simplement. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous en prie, pour la comparaison, il faudrait faire l'effort d'employer l'adverbe plus qui va nous aider à associer au pronom relatif que. Mais en fait, quand vous dites le plus beau, au moins quelque part dans votre bon, vous enfin, pensez à moi quand même. On va le concéder à Marco, il est le plus beau. Okay, oh là là, vous ne savez pas quoi vous engagez. Vous en avez pour 1 an, on va me rabâcher ça sur ce plateau. Vous savez apprécier, vous connaissez la chance que vous avez. Alors, une question que j'ai à vous poser, est-ce qu'on dit les 1 an? On entend souvent dire pour fêter... Mais 1 an de plus. Voilà, mais 1 an de plus. Alors que 1, c'est singulier. C'est singulier. Donc on dit quoi? Le premier anniversaire. On ne dit pas mais 1 an. C'est mon premier anniversaire. Et puis, voilà. Ou simplement j'ai 1 an de plus. 1 an de plus. Voilà. On ne dit pas je fête mais 1 an de plus. Non. 1 an c'est déjà singulier, on ne peut pas lui imposer un article qui est pluriel. C'est pas commode. On ne dit pas, on dit je leur ai dit ou je les ai dit. Je leur ai dit. Je leur ai dit, je crois que je suis revenue la dernière fois à une émission ici. Je leur ai dit qu'il y a ici le pluriel de je lui ai dit. Je leur ai dit. Je leur ai dit. Et pneus. On dit des pneus. On ne dit pas des pneus. Non, parce que vous êtes en train de reprendre une chanson de célèbre de Gaulle à montagne. Des pneus. C'est pareil avec le thème psychologie. Oui. Oh, il y a certaines personnes qui se permettent de prononcer ce terme-là en disant psychologie. C'est la psychologie. Ah, on ne dit pas psy? Non, c'est la psychologie. Un psychologue. Un psychologue. On ne dit pas psy. Non. J'ai toujours prononcé le P, moi. Non. Psychiatre, psychologue. Oui. On dit psychologue, psychiatre. Ah oui? Voilà. Psyché. Wow. Ça, je ne le savais pas. On va le tester sur le docteur
Assonguessan, qui est psychologue, qui sera là dans quelques instants. Je ne sais pas si je vais m'habituer à cette prononciation. Professeur, on va récapituler pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche. Il est 6h20, vous avez une séance de rattrapage avec notre professeur, Mme Inao Laïzapé Rachel. Passer un concours. Passer un concours, exit. Il faut plutôt employer le thème présenter un concours. L'avenir de demain? L'avenir de demain, je vous en prie, chers amis téléspectateurs, il faut éviter de faire cette tautologie en associant l'avenir qui est le futur avec le terme demain, qui est aussi le futur. Soit dit en passant, monter en haut, descendre en bas aussi, exit. C'est aussi la tautologie qui sort du pléonasme. Allons devant, exit. Allons-y. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Oui. Là, c'est correct. D'accord. Et allons seulement. Ça, c'est Eva. On le dit tout le temps, allons seulement. On va terminer la troisième... Le comparatif. Le superlatif. Lorsque vous avez envie de faire une comparaison, il serait idéal d'employer le plus associé au pronom relatif que. Pour que cela donne « je suis le plus éloquent, je suis la plus belle » comme Eva. Oh là là, toucher du bois. Oui, alors, il y a aussi des attitudes, on a un peu de temps quand même, il y a des attitudes, voici voiture là, voici la voiture là. Est-ce que tu as lavé la voiture là? Est-ce que tu as pris le livre là? Le là. On refuse. Il faut le bannir. On refuse. Ça, c'est très ivoirien ça. On refuse. Mais on dit que ça enrichit la langue. On refuse de mettre les articles à leur place. En réalité, le là qu'on met à la fin, c'est l'article qui est destiné à la voiture. Elle est jolie, hein, la fille là. As-tu lavé la voiture? Cette fille-là est jolie. Ça, c'est une marque d'insistance. La fille est jolie. Au lieu de mettre l'article avant le nom, on préfère le placer après le nom. Ça vient d'où? Pourquoi ça vient d'où? Ce sont des fantaisies dans le langage, simplement. Des raccourcis. Voilà. Alors, professeur, moi j'ai un problème et je l'avoue sans complexe. Je pense que je ne suis pas la seule, ça arrive même à des gens très bien. L'accord du participe passé avec le verbe. L'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Bienvenue au club. Je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut accorder. Comme on a un peu de temps, on va y revenir donc, rapidement. je pense que ça va aider pas mal de personnes. Voilà. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, généralement, comme on le dit, il ne porte pas d'accord. Il y a une seule condition pour que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde, c'est seulement si le complément d'objet direct, je dis bien, le complément d'objet direct est placé avant. Moi, je comprends pas. Avant le verbe. Voilà. Un exemple. Les mangues que Eva a apportées, a rapportées. Les mangues que Eva a rapportées. Eva a rapporté quoi? Elle a rapporté les mangues. Donc, rapporter prendra l'accord de mangue. Le accent aigu et muet S. Eva a rapporté quoi? Des mangues. Des mangues placées avant. Donc, automatiquement, il y a l'accord avec l'auxiliaire avoir. L'erreur que j'ai commise. Que j'ai commise. Ça, c'est si moi je le dis. Mais si Marco le dit. Attention. Qu'est-ce qu'il a commis? L'erreur. Marco a commis quoi? Il a commis une erreur. Le COD, erreur, complément d'objet direct, placé avant. Donc, automatiquement, commise prend l'impact du complément d'objet direct qui est placé avant. Wow. 30 ans après, ça nous poursuit. Franchement, c'est pareil avec les pronominaux. J'hésite. Enfin, c'est voilà, on va trouver un espace, un temps pour pouvoir revenir sur ces accords-là qui, ma foi, créent des difficultés, que ce soit aux adultes comme aux élèves. Mais oui, comme je le disais, ça arrive aux Oui, mais non, c'est vrai, ça fatigue. Hein. Surtout que, mais quand c'est à la forme parlée comme ça, mais quand on écrit, le jour, vous allez envoyer un tableau. Oui. Parce que c'est bien beau, hein, les cadreurs qui sont en train de se moquer de nous. On va envoyer un tableau, chacun va passer au tableau et puis on va faire des phrases. Si on me le permet, on va le faire. On va voir ça avec la Donc, on rappelle donc que quand le COD est placé avant le verbe, il s'accorde en genre et en nombre avec le participe passé s'accorde en genre et en nombre, attention, avec le complément d'objet direct placé avant. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la classe de CM2B, quelque part donc à Cocody. Donc nous sommes avec maîtresse Inao Laïzapé Rachel, voilà, qui va nous noter à la fin de la saison en juillet, pour savoir si nous avons passé l'examen, présenté l'examen. En tout cas, on va le présenter. Est-ce qu'on le passera? Ça, c'est une autre question. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. On va se tromper. Merci à vous d'être passé. Tout le plaisir a été pour moi d'être avec vous. C'est avec un grand plaisir que nous vous avons reçu. Merci. Que nous vous avons reçu. Reçu, là, ça prend quoi? Un muet. Un plaisir. Ça fait combien de fautes pour Eva? Il y a 7, hein? Non, avec plaisir que nous vous avons
reçu. Nous avons reçu qui? Vous. Nous. C'est avec un plaisir que nous vous avons reçu. Nous avons reçu qui? Vous. Oui. Donc il s'accorde, il y a un avec vous. Exact. Bon. Oui. Ben voilà, j'ai bien retenu ma leçon. Eva a eu la Coupe du Monde. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes un matin bonheur, le rendez-vous du donner, du recevoir, le rendez-vous de la langue bien parlée. Il est 6h25. Dans quelques secondes seulement, on va basculer dans la sphère purement informative de ce rendez-vous. C'est bon, jusque-là, il n'y a pas de faute? Non, ça va. OK. Voilà. Tout de suite, donc, le journal, mais avant, agenda. Merci d'être un matin bonheur. Vous avez raison. Visite historique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Sassandra, dans la région du Boclé. Le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, l'honorable Basile Freibo, député de Sassandra, et M. Claude Roger Abenou, maire de la commune de Sassandra, invitent les fils et filles de la région du Boclé à assister à la cérémonie de pose des premières pierres du débarcadère et du nouveau marché de Sassandra par son excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget, chef du gouvernement. Ce vendredi 8 décembre à 9h, population des départements de Sassandra et de Fresco, venez saluer les actes de développement du gouvernement et rendre un hommage mérité au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Doussou Bakayoko en concert live, vendredi 8 décembre 2017 à 20h au centre culturel de Ferké, samedi 9 décembre à 20h au centre culturel de Katiola, samedi 16 décembre à 16h au complexe d'Anyama, dimanche 17 décembre à 16h au centre culturel d'Abobo. Artistes invités, Yola et Saïrabi. Infoline 07 91 26 62 40 03 30 85. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, très tôt le matin, on pourra observer quelques situations de la brume humide ou du brouillard sur les régions du sud forestier et celles du littoral, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. Le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux. Les variables de la matinée, on aura 25 degrés comme maximal sur la ville d'Abidjan comme celle d'Adiaké, 22 degrés de minimal à Bondoukou et sur la ville de Boaké dans le Gbeke, 24 degrés à Daloa comme à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, il fera 22 degrés à Korogo, à Mans comme à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra comme à Tabou, enfin 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le soleil dominera sur l'ensemble du pays. Cependant, en milieu ou en fin d'après-midi, quelques cellules convectives accompagnées d'averses et d'orages isolés seront localement attendues sur les régions du sud forestier, puis celles du littoral. Pour les températures de l'après-midi, on aura une maximale qui affichera 34 degrés pour une minimale de 30 degrés, 32 degrés à Abidjan comme à Diaké, 33 degrés à Bondoukou, 34 degrés de maximale à Boaké, 32 degrés à Daloa. Il fera 34 degrés à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 30 degrés de minimale à Tabou, enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Une délégation américaine de haut niveau du Millennium Challenge Corporation a signé avec l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, hier mardi 5 décembre à Abidjan Plateau, un accord de mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire. Cet accord intervient quelques semaines après la signature de l'accord de don de 315 milliards de francs CFA du programme Compact lui-même, signé le 7 novembre dernier à Washington, aux États-Unis, en présence du président Alassane Ouattara. Cet accord complémentaire marque une étape importante du dispositif juridique dans la mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire, qui consacre l'engagement du gouvernement ivoirien et du Millennium Challenge Corporation MCC sur les termes des financements octroyés à la Côte d'Ivoire. Le Compact a pour objectif d'aider la diversification de l'économie du pays en se concentrant sur deux contraintes majeures à la croissance. Il s'agira pour cet accord de préciser les conditions de mise en œuvre des deux projets compacts que sont les projets compétences pour employabilité des jeunes et la productivité d'entreprise et le projet Abidjan Transport. L'État de Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour faire respecter tous ces engagements pris en vue d'une mise en œuvre efficiente du programme Compact au bénéfice de nos populations dont le bien-être constitue la finalité de la politique du gouvernement. Après la signature de cet accord complémentaire, les prochaines étapes clés pour la mise en œuvre du programme Compact sont entre autres la ratification de l'accord de don du Compact Côte d'Ivoire, la signature de l'ordonnance de création du Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire et sa ratification. La délégation du MCC a annoncé de nouvelles opportunités d'approvisionnement et d'affaires en Côte d'Ivoire grâce à ce premier compact prévu pour une période de 5 ans. Rappelons que le programme Compact de la Côte d'Ivoire, signé en novembre dernier, d'un montant global de 315 milliards de francs CFA, a été conjointement développé par le MCC et le gouvernement ivoirien afin de faire face aux obstacles majeurs à la croissance en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Cheikh Koné commenté par Jean-Jacques Kwame Allah. Les premières dames d'Afrique, elles, se sont donné rendez-vous hier mardi à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan en marge de ICASA 2017, la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. Ces premières dames se sont penchées sur leur rôle dans la pérennisation de la riposte au VIH et à l'ère des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063. Alexis Ouedraogo. Être plus fortes ensemble pour faire reculer le sida, c'est la vision des premières dames d'Afrique réunies ce mardi à Abidjan en marge de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. Autre défi inscrit à leur agenda, éliminer la transmission mère-enfant du virus et améliorer l'accès au traitement antirétroviral sur le continent. Ces rencontres constituent l'occasion d'évaluer ensemble l'étendue des acquis de notre organisation et de mesurer le chemin qui nous reste à parcourir. C'est également pour nous l'occasion de partager nos expériences respectives, de faire le bilan de nos actions et d'envisager les perspectives en réponse aux défis qu'il nous faut relever. 9 pays ont à ce jour reçu la certification de l'OMS pour avoir éradiqué la transmission mère-enfant du virus, mais parmi eux, aucun pays africain. L'occasion donc pour les premières dames de la Guyane et des Caraïbes de partager, elles, les clés du succès de l'éradication de cette voie de transmission. Plusieurs panels ont meublé la rencontre portant sur l'importance du leadership des premières dames. Les premières dames, c'est pour moi une force de transformation tout d'abord. Et je crois que c'est ce qu'il faut mettre en tête. Ce n'est pas un club de premières dames qui viennent ensemble, qui ont des opportunités de parler à leurs époux, mais c'est une force de transformation. C'est avec une capacité de plaidoyer, un lien avec les populations qui est extraordinaire. Sans cette mobilisation politique de très haut niveau, les efforts ne produiront pas les effets attendus. Nous ne sommes forts que si nous sommes ensemble. Nous n'obtiendrons de résultats que si nous y travaillons ensemble. Des propositions concrètes quant au nouveau cadre de la campagne L'Afrique unie contre le sida pédiatrique ont aussi été abordées. Comment les premières dames peuvent continuer ce rôle fondamental dans la lutte. En choisissant ce thème, vous pouvez peut-être rappeler à tout le monde
la nécessité de voir la lutte contre le VIH et le sida comme une campagne d'urgence. Il ne s'agit pas de simplement maintenir un sujet dans la discussion, il faut remettre ce thème comme priorité nationale. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Il engage les premières dames à plaider en faveur d'une meilleure reddition des comptes dans la mise en œuvre des cadres de lutte contre le VIH. Exhortons le gouvernement africain à donner la priorité budgétaire adéquate aux programmes nationaux qui ciblent l'accès des adolescentes aux services de santé, qui rendent des ARV pédiatriques abordables et accessibles et qui facilitent le dépistage précoce du VIH chez le nourrisson. La rencontre a pris fin avec un déjeuner offert par la première dame Dominique Ouattara. Et la Côte d'Ivoire prend des galons dans l'organisation de cérémonies de taille internationale. Forum des marchés émergents, Sahara 2017, sommet Union africaine, Union européenne, conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. Les événements se succèdent et le pays affirme ainsi son positionnement international. Une visibilité qui a certainement des répercussions sur les populations. On regarde Adama Koné. Derrière un grand événement peut se trouver un autre. Aussitôt le 5e sommet Union africaine-Union européenne terminé, que la capitale économique ivoirienne Abidjan se met aux couleurs de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST, ICASA 2017, 20 ans après. La Côte d'Ivoire ajoute ainsi une autre pièce au puzzle de son rayonnement international, une marque supplémentaire du positionnement du pays. Un positionnement qui se développe sur plusieurs axes. D'abord, sur les plans économiques, social, culturel et sportif, le pays démontre sa capacité à être au cœur des événements de dimension internationale. Quelques exemples entre autres. Après le retour de la Banque africaine de développement, BAD, à son siège d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a abrité les assemblées annuelles de cette institution en 2015. Il s'en est suivi le Forum des marchés émergents en mars 2017 et tout récemment les 8e Jeux de la francophonie et le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2017. Ensuite, le rayonnement du pays est perceptible sur le plan diplomatique. Dès sa prise de fonction, le président Alassane Ouattara a été porté à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au mois de juin dernier, la Côte d'Ivoire s'est grandement illustrée en signant son retour au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent pour la période 2018-2019. Aujourd'hui, le pays tient le pari en l'espace de quelques jours de l'organisation successive de 2 grandes cérémonies de dimension internationale. Au-delà de l'image que le pays projette depuis quelques jours au reste du monde, il est bon de savoir que ce sont près de 5000 personnes qui ont participé au 5e sommet UAUE. Pour les assises de la conférence internationale sur le sida et les IST, 7000 visiteurs sont annoncés. Véritable signe d'hospitalité, mais aussi preuve de la confiance de ces visiteurs aux capacités hôtelières, au système sécuritaire et sanitaire du pays. Que retenir pour la population? D'abord, la fierté de voir son pays être le centre de la coopération internationale, donnant l'opportunité de se frotter à d'autres peuples. Ensuite, les externalités liées à la réhabilitation des voies, le rétablissement de feux tricolores, l'embellissement des grands carrefours. Toutes choses qui sont synonymes de possibilités de travail pour les techniciens et autres ouvriers qualifiés. Enfin, il est notable de savoir que chaque voyageur injecte en moyenne 600 000 francs CFA dans l'économie pendant son séjour pour ramener des souvenirs vestimentaires, artisanaux et même alimentaires. Ainsi, ce sont 7,5 milliards de francs CFA que les commerçants, artisans, couturiers, vendeuses d'attiqués, supermarchés et maquis pourraient capter directement des participants des 2 dernières manifestations. Fin d'année heureuse en perspective.
Commentaire signé Adama Koné. Actualité internationale en bref. Au Sénégal, Khalifa Sall a décidé de payer sa caution pour tenter d'obtenir une mise en liberté provisoire. En prison depuis mars dernier, soupçonné de détournement de deniers publics, le député maire de Dakar a donc, via ses avocats, présenté au juge une caution sous forme d'hypothèque d'un montant équivalent à la somme qui aurait été détournée, 1,8 milliard de francs CFA. Accusé d'avoir organisé un dopage d'État, la Russie ne pourra pas participer aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. La sanction était attendue. Elle a été annoncée hier mardi 5 décembre par le Comité international olympique. Le CIO propose néanmoins aux sportifs russes propres, non dopés, de participer sous le drapeau olympique et non sous drapeau russe. Et puis, pour terminer, Johnny Hallyday, la plus grande rockstar que la France ait jamais connue, est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Une icône, Johnny Hallyday était bien sûr cela, mais plus encore une marque, un personnage, une enseigne, une marionnette, un people. Pendant 60 ans, la France s'est passionnée pour ses chansons, mais aussi pour ses amours, ses motos et ses frasques. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Hamza Diaby, merci pour votre présence sur ce plateau. Rendez-vous demain? Rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Avec plaisir, bien évidemment. Dans quelques instants, donc, nous aurons la revue de presse signée Fatim Djedje. Juste le temps pour moi de vous dire que M. Ferdinand Eclou est installé. Bonjour, notre madame. Expert S-Météo. Enfin, météo, hein, oui, c'est cela. On parlera avec vous dans la rubrique écologie de l'Harmattan qui frappe à nos portes, hein, qui est déjà présent dans certaines localités de l'intérieur du pays et qui sera bientôt sur la capitale. On en parlera donc bien évidemment. Et puis en fin d'émission, vous le savez, la thématique famille aujourd'hui s'intéressera aux fratries entre fusion et rivalité. Ce sera avec le docteur Bernadette Asson-Guessan, psychologue de son état. Pour l'heure, elle est installée. Miss Djedje. Et ce matin, la presse s'intéresse à la situation dans nos régions. Et selon Pôle Afrique Info, dans la ville de Mans, eh bien, les filles élèves sont devenues des proies du VIH-Sida. La raison, eh bien, la situation financière de leurs parents qui les pousse à avoir des pratiques sexuelles très tôt. Selon donc le docteur Aka Wonien, point focal VIH-Sida pour le Tonki, la prévalence VIH-Sida est estimée en fin 2016 à 3%, légèrement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 2,7%. Les nombreux lieux de prostitution font de Mans une ville où on retrouve le plus grand nombre de personnes étant atteintes de cette maladie. Alors je cite le point focal, il nous dit que la tendance est à la baisse, certes, mais il faut dire que la maladie continue de se propager, il faut continuer les sensibilisations, surtout en milieu scolaire et chez les professionnels du sexe. Soutient-il. On continue à s'intéresser à vos régions avec notre voix qui parle de Mafiblé, un village de la banlieue d'Abidjan qui est sur l'axe Abidjan-Grand Bassam. Selon un élève, pour parcourir les 4 km qui séparent le village du collège moderne de Port-Boué, eh bien, les véhicules mettent 40 minutes, voire plus, en raison de l'état de la route. La voie s'est dégradée davantage ces derniers temps à cause des pluies diluviennes qui s'abattent sur le district d'Abidjan et ses environs. Mafiblé est aujourd'hui coupé de la capitale économique. On continue avec l'intelligent d'Abidjan. C'est le maire de Daloa, Samba Koulibaly, qui évoque les feux tricolores dans sa commune en panne depuis quelques mois. Il a précisé que ce sont plus de 20 carrefours qui en sont desservis et que la structure en charge de la réparation de ces feux tricolores a été sollicitée. Mais le maire précise aussi que les feux ont été à majorité détruits par les élèves lors des manifestations et des accidents de la circulation. Ailleurs dans le monde, Jeune Afrique dément les rumeurs de divorce chez les Mugabe. Oui, plusieurs médias ont repris l'information selon laquelle Madame Grace Mugabe aurait entamé une procédure de divorce à la suite de la démission de son mari Robert Mugabe après 37 ans à la tête du Zimbabwe. Alors une rumeur totalement infondée selon l'entourage du président. L'hebdomadaire panafricain a même contacté Georges Charamba, le porte-parole de l'ancien président du Zimbabwe, qui conteste ces allégations. Je le cite, « Nous ignorons d'où cette information est partie, c'est un canular ou un fake news, appelez cela comme vous voulez, mais Grace Mugabe n'a pas demandé le divorce », a-t-il réagi. Et pour finir, comme tous les jours, une histoire insolite.
Ça se passe en France et les militaires se sont retrouvés le week-end dernier face à un individu un peu étrange qui s'est accusé d'un meurtre. Ils ont mené une enquête et bien cela n'a rien donné pour cause. En garde à vue, le pseudo-assassin avoue avoir tout inventé. La raison, eh bien, il voulait se retrouver au chaud pendant l'hiver dans une cellule. Connu pour des problèmes psychologiques, il devra se faire soigner et répondre de ses actes devant la justice en mars, en espérant qu'en mars, il ne va pas trouver une autre excuse pour aller cette fois-ci peut-être au soleil. Allez, je vous dis à demain. D'où est-ce que vous trouvez vos histoires? Franchement, je fouille. Et demain, l'insolite est exceptionnel. On va jouer. Ah, j'imagine. On va jouer. J'imagine. Merci beaucoup, Fatim Didier. Retrouvez là donc dans la rediffusion aujourd'hui et puis demain dans la revue de presse et la titrologie également. Sa spécialité, c'est lire les journaux spécialement pour vous. Allez, nous allons basculer maintenant dans une autre sphère de cette émission. Si la météo mondiale, culturellement parlant, est rythmée par le décès de Johnny Hallyday, transition facile, on va parler de la météo tout court, dont nous allons parler sur ce plateau avec un chef prévisionniste. C'est cela, vous êtes prévisionniste météo. Je rappelle qu'un prévisionniste météo a pour mission de prévoir le temps qu'il va faire, c'est ça. Et puis, vous faites aussi des analyses, des relevés, pour voir un peu l'influence du temps, tout ça. C'est un métier passionnant, je sais de quoi je parle. On vous a côtoyé pendant des années, avec beaucoup de plaisir. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'Harmattan, dans le cadre de cette rubrique-là. Regardez. Alors pour moi qui ai grandi à Boaké, je sais ce que c'est que l'Harmattan. C'est vrai qu'il est beaucoup plus sévère au nord. Quand on vient vers le centre, il est encore très présent. À Abidjan, je trouve comparativement que les effets sont assez faciles à vivre. Hein. À l'intérieur du pays, surtout au centre et au nord, c'est pas du tout évident. La peau qui se craquelle, qui se dessèche. L'air également, l'air qui est très sec. Les angines, toutes les maladies ORL qui suivent. Bon, bref, en tout cas, à Abidjan, on n'en est pas encore là, mais l'Harmattan a déjà tendu ses bras au nord du pays. Oui, l'Harmattan a déjà tendu ses bras au nord du pays. Seulement, ces effets ne sont pas encore visibles au niveau du sud parce que nous avons des perturbations atmosphériques au niveau de l'Afrique qui font que les vents d'Harmattan n'ont pas pu atteindre le rivage océanique ivoirien. Donc, à quoi cela est dû? On a une circulation générale mondiale. Donc, cette circulation est gérée par des anticyclones. Par anticyclone, il faut voir des zones de haute pression. Absolument. Donc, ces zones de haute pression vont migrer le plus souvent avec le déplacement du soleil. Ça veut dire quand le soleil va passer dans l'hémisphère sud, nous aurons une migration des saisons avec le mouvement du soleil, avec un retard d'environ 1 mois à peu près. Donc, cette migration va se traduire par ce qu'on va appeler le front intertropical. Le FIT. Voilà, le FIT. Donc, c'est ce FIT qui va marquer la limite entre les masses d'air qui seront d'origine maritime et les masses d'air qui seront d'origine continentale. Voilà, les masses d'air maritimes, c'est ce qu'on va appeler... Tout ça. Oui, bon, en fait, ça, c'est un peu la circulation générale. Donc, ces masses d'air d'origine océanique, on va les appeler la mousson. Donc, c'est ces vents de mousson qui vont le plus souvent être à l'origine des précipitations que nous avons sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand nous aurons les vents continentaux tels que l'Harmattan, à partir de ce moment, il n'y aura plus de précipitations. Donc, vous allez voir que nous avons de la poussière qui est dans l'atmosphère, mais cette poussière est beaucoup atténuée du côté du rivage océanique, toujours dû à l'influence des vents de mousson. Donc, les effets de l'Harmattan ne seront pas très forts au niveau de la région d'Abidjan comparativement à celle du nord de la Côte d'Ivoire. Donc, au nord, nous avons des températures, je dirais, du point de rosée qui vont descendre jusqu'à des valeurs très infimes. Donc, cette température-là, ça va traduire un peu le taux d'humidité de notre air. C'est l'hiver du nord. Oui. Oui, on pourrait appeler ça comme ça, parce que le plus souvent, les nuits, pendant les périodes d'Harmattan, sont froides. Mais en cours de journée, on a des vents chauds. C'est lié un peu au réchauffement qui est créé par le soleil. Donc, la masse d'air, en se déplaçant sur un sol désertique,
en pleine journée, c'est-à-dire ce sol est très chaud, puisque le sol se chauffe beaucoup plus vite que la mer. Il y a une certaine réflexion. Voilà, c'est-à-dire nous avons un rayonnement, tout ça, le rayonnement solaire qui va se produire. Donc ça va engendrer un réchauffement très très important de cette masse d'air qui va arriver sur nous. Et c'est pour cela qu'on va avoir des vents chauds en journée. Mais la nuit, le plus souvent, ces vents seront froids, liés aussi au rayonnement terrestre qui est un rayonnement froid. Alors, voilà. Monsieur Clou, est-ce que l'harmattan est toujours l'harmattan? Est-ce qu'on a toujours l'harmattan d'il y a des années où c'était, franchement, on sortait pratiquement les manteaux? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas une certaine diminution du fait des changements climatiques? Ben non, l'harmattan est toujours l'harmattan. Parce que nous avons toujours ces poussières qui sont soulevées, qui nous viennent des régions désertiques, nous avons toujours ces influences. Mais d'une année à une autre, on peut avoir des variabilités. Voilà, donc c'est ce qui peut traduire un peu le fait qu'on peut dire non, que cette année, l'harmattan était plus sévère, cette année et l'autre année, un peu moindre. Donc c'est pratiquement ces mouvements-là. Et je dis toujours que cela est lié aussi sur le littoral ivoirien à la présence des vents de mousson. C'est ces vents-là qui vont beaucoup atténuer les effets de l'harmattan. Mais il peut arriver que ces vents descendent complètement sur le rivage côtier. Ça arrive. Sûrement, vous pouvez observer beaucoup plus de poussière dans notre atmosphère. Parlant de poussière, vous avez parlé de masse d'air, justement, notamment dans le nord, où on a des petits tourbillons comme ça de poussière qui s'élèvent et qui, en tout cas, quand on était plus jeunes, qui nous faisait peur parce qu'on disait que c'était Dame Sabot qui arrivait. Quand vous étiez plus jeune? Bah oui. Vous avez 2 ans. J'étais vieille. Vous avez 2 ans. On parlait de Dame Sabot qui arrivait. Bon, c'était la panique. Oui, vous n'avez pas connu Dame Sabot? Dame Sabot, non, je ne sais pas. Dame Sabot, elle nous a traumatisés. Hein, paraît-il une dame qui avait des pieds en forme de sabot. Et puis on fermait les classes, etc. Mais bon, ça c'était pour l'anecdote. Alors, l'harmattan, le vent d'harmattan, d'où il vient? Du Sahara, comme on le dit, ou il vient de beaucoup plus loin? En fait, ça vient du Sahara. C'est des vents du nord, comme on les appelle, parce que venant des latitudes supérieures nord. Donc, ces vents, au fur et à mesure que ces vents vont traverser les régions désertiques, ils vont arriver en épousant les caractéristiques des régions qui sont traversées. Ça veut dire, en passant sur un sol désertique qui est chaud, vous allez recevoir des vents qui seront chauds. Mais en cours de nuit, le sol se refroidissant beaucoup plus vite que la mer, vous allez recevoir des vents qui seront froids. C'est ce qui fait que tôt le matin, pendant les périodes d'harmattan, vous avez des températures qui sont très basses. Donc ça s'explique tout simplement par le rayonnement terrestre, parce que c'est un rayonnement froid. En cours de journée, la présence du soleil va vaincre un peu ce rayonnement terrestre qui est un rayonnement froid. Donc c'est le rayonnement solaire qui va permettre aux températures de s'élever pendant ces périodes d'harmattan. Mais ce qu'il faut retenir pour ces vents d'harmattan, c'est que vous avez un faible taux d'humidité. C'est ce qui fait que la chaleur, quand vous avez par exemple 38 degrés au nord avec une humidité de l'ordre de 20%, c'est supportable par rapport à 38 degrés au niveau de la région sud et une humidité de 80 degrés. En ce moment, les gens vont trouver que c'est insupportable. Les températures ressenties seront extrêmement désagréables. Et cela pourrait engendrer même des décès ou bien... Voilà. Parce que l'humidité, c'est un facteur vraiment déterminant pour le confort dans lequel vous allez vous retrouver dans une région. Vous pouvez avoir des grandes températures. Lorsque le taux d'humidité est faible, tant que l'air est sec. Voilà, tant que l'air est sec, c'est supportable. Mais si vous avez de fortes températures avec de l'air qui est très humide, c'est vraiment insupportable. Voilà, donc c'est ce qui va faire un peu la différence entre ces deux types de masse d'air que sont l'harmattan et la mousson. Alors, une question, on va quitter le sol, aller dans les airs. L'harmattan gêne beaucoup la visibilité des pilotes parce que les brumes, ça soulève, tout ça. Alors, quand c'est comme ça, vous qui êtes chef prévisionniste, vous êtes en corrélation directe avec les pilotes par rapport au tracé du plan de vol, tout ça. Comment ça se passe pour éviter tout ça? Le plus souvent, avec les images satellites, on arrive à surveiller les bancs de poussière. Ça veut dire lorsque nous avons des poussières qui sont soulevées dans une région, on a la circulation des masses d'air. Ça veut dire à chaque niveau d'altitude, nous avons des vents que nous regardons. Donc c'est en fonction des directions de vent
qu'on va pouvoir situer l'orientation de la masse d'air poussiéreuse. Donc les pilotes et autres vont éviter d'aller vers les endroits où nous avons des masses d'air poussiéreuses assez importantes, parce que cela peut créer, peut boucher un peu les entrées des réacteurs et autres et provoquer des extinctions de moteurs. Donc vous imaginez un avion dans le ciel qui... Voilà. Alors sur Terre même, pour parler toujours de visibilité, en période d'harmattan, on a également du brouillard. Oui, en période d'harmattan, on a une réduction de visibilité qui est provoquée par ce qu'on appelle la brume sèche. C'est une suspension dans l'atmosphère de microparticules de poussière. Donc, vous pouvez le constater lorsque, sur votre terrasse, par exemple, vous passez le doigt sur la table, vous allez voir que vous avez un dépôt de poussière. Donc, c'est à partir de ce moment, vous êtes rassuré que vous êtes en période d'harmattan. Quand on a la mousson sur nous, on n'a pas ces dépôts-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vers le lieu de rencontre entre ces masses d'air, nous pouvons avoir les matins des réductions de visibilité qui sont provoquées par du brouillard. Le brouillard, ici, c'est de l'humidité. Ça veut dire que vous avez de fines gouttelettes d'eau en suspension dans notre atmosphère. C'est un peu comme un nuage, mais qui est très bas. C'est-à-dire que sa base est pratiquement située au sol. C'est ce qui provoque de fortes réductions de visibilité. Mais pendant l'harmattan aussi, on a une autre réduction de visibilité qui n'est pas provoquée par le même phénomène. Pendant l'harmattan, c'est de la brume sèche qui provoque des réductions de visibilité. Vous êtes prévisionniste, vous avez certainement des petits topos, des petits secrets à donner. En période d'harmattan, qu'est-ce qu'on fait au niveau protection de la poitrine? On dit souvent masser la poitrine pour les enfants, la plante des pieds, le dos. Vous avez d'autres secrets comme ça à nous donner? Bon, non, je dirais non. Ce que je peux dire, c'est de bien se vêtir pendant cette période. Voilà. Et le plus souvent, pour les personnes qui ont des problèmes d'asthme et autres, rester dans un lieu fermé. C'est ce qui peut vraiment atténuer un peu les effets d'harmattan, parce que ces vents sont souvent froids. Et comme dans nos régions, nous ne sommes pas habitués au vent froid, ça peut provoquer... Tôt le matin, parfois, c'est comparable à l'hiver. Hein, bien sûr. Parce qu'au nord de la Côte d'Ivoire, les températures descendent jusqu'à 15 degrés par moment. Ouais. Et voilà. Et en cours de journée, vous avez des températures qui peuvent aller à 36, 38 degrés. Donc, il y a une très grande variabilité dans la journée. Des amplitudes assez importantes. Donc, c'est ce qui fatigue le plus souvent la population. Donc, on va faire très attention à toutes les maladies liées donc à l'ORL, donc aux voies respiratoires. Oui. Les méningites également, pour faire les vaccins contre la méningite, parce que ce vent poussiéreux là, est porteur de germes, donc il faut être à jour donc, de ces vaccins. Puis bien évidemment prendre soin de la peau qui risque de se craqueler. Le meilleur remède qu'on puisse vous proposer, ce serait tout simplement le beurre de karité. Merci beaucoup, monsieur Eklou, donc chef prévision météo. On parlait donc d'harmattan aujourd'hui. On se lance sur la route, s'il n'y a pas de brouillard. Oui, la voiture est déjà, bien enclenchée. Il n'y a pas de brouillard ce matin. Vous avez testé s'il y a la poussière sur la voiture. Là, nous sommes au boulevard Lagunaire. Lagunaire, avec une circulation. Là actuellement, pas assez de brouillard, ou du moins, ça s'est dissipé. La circulation commence à être un peu rodée. Est-ce qu'on retourne à Koumassi, Christelle Akoussa? Ou est-ce qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui? Si, Koumassi est dans la place. Koumassi, Koum City, voilà, cette belle commune qui se situe donc entre Port-Boué et Trècheville. Entre Marcory et Trècheville. En tout cas, c'est Abidjan. Donc voilà, dans ces eaux-là. C'est ça, entre Port-Boué? Non, Marcory et Port-Boué. Entre Marcory et Port-Boué, d'accord, ok. Et c'est la porte d'entrée, donc l'une des portes d'entrée, en tout cas, de notre capitale, à 2 minutes 27 secondes sans embouteillage de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est non loin donc de l'endroit où travaille notre invité, qui connaît très bien la zone, raison pour laquelle il a répondu comme ça. Exactement. Voilà. Et puis vous avez une belle image, oh là là, le plan qu'on avait tout à l'heure, il était magnifique avec la lagune derrière, avec l'eau qui circulait tranquillement. Je pense que Christelle Akoussa nous le fera revivre dans quelques instants. Marco? Dans quelques instants seulement, nous allons aborder un thème très intéressant, très important. Tous les thèmes là, les thèmes à Matin Bonheur le sont. Hein. Madame Bernadette Asso-Nguessan, notre psychologue, va nous parler bien sûr de la
fratrie. La fratrie, le thème est ainsi libellé. La fratrie entre fusion et rivalité. Être frère et sœur, être frère. Est-ce qu'il y a toujours ce côté fusionnel qui berce l'enfance ou bien cette rivalité? Est-ce qu'il y a toujours des bisbilles? Comment cela se passe-t-il? C'est toutes ces questions que nous allons essayer d'aborder avec notre invité. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir, vous devez, donc vous avez la possibilité de nous envoyer des questions, des suggestions pendant l'émission. Et nous allons essayer, en tout cas avec notre invité, de répondre bien sûr à toutes vos préoccupations. C'est ça le but donc de la thématique. Il est 7 heures dans quelques secondes. N'oubliez pas donc l'information majeure de la journée, c'est le décès de l'icône intemporelle, la figure tutélaire et totémique et mythique de la chanson française, de la chanson francophone, mais aussi et surtout de la chanson mondiale. Johnny Hallyday est parti. Tout au long de cette journée, ne soyez pas surpris donc de voir un peu des hommages, des reportages sur cette grande figure de la musique mondiale. Il est 7 heures à Abidjan et c'est la pub à Matin Bonheur. Sumaya bala yɛrɛ kɛlɛli kɔnɔna na an ka gouvernement ani ministère de la santé min bɛ an ka kɛnɛyako kunna a n'an dɛmɛbagaw n'o ye UNICEF, OMS, Save the Children, Fonds mondial olu bɛna o y'a tɛmɛ ko sabanan kɛ ka taa sangew di mɔgɔ ma sosofagalaji bɔnna min kan foyi tɛ sarala la an ka jamana yɛrɛ fan 14 kɔnɔ a bɛna tilan cogo di lɛyɔrɔ 2 lo b'a la lɛyɔrɔ fɔlɔ n'o ye décembre kalo ye o bɛna wuli ka taa yɔrɔ juma Dabu, Grand Laou, Jacquesville, Anyama, Yopougon, Abobo, Cocody, Benjerville, Koumassi, Port-Boué, Vridi, Marcory, Trècheville, Adjembe, Plateau, Ana Tegoube, Ayaoudja ni konanana, minnu bɛna wuli ka se aw fɛ ka taa aw tɔgɔw sɛbɛn décembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 10 na walasa a bɛ se ka aw tɔgɔw sɛbɛn ka se ka sangew sɔrɔ cogoya min na n balimaw ninnu minnu filɛ nin ye n'o bilala baara la n'u sera aw fɛ a y'o kunbɛn ni nisɔndiya ye n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛna se ka sumaya bana kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ka minisiriso min bɛ an ka kɛnɛya kow kunna. a pone yukuri a gɔvɛna a ɲɛ ministre kunna o suwɔ tete ya so a nɔ na wa jɔ o de ba ɲɛ yɛrɛ la o ŋun zaza wa ɲɛ UNICEF sɔ OMS Chavez Dren Fonds mondial o ta na do n wa yɛ tɛmɛ budiya tiraniɛ mɔko du agoria wo mɛ maa ye mɛ so a nɔ na Dabu Grand Laou Jacquesville Anyama Yopougon Abobo Cocody Benjerville Koumassi Port-Boué Vridi Marcory Trècheville Adjamé Plateau a Tekube so yoruba wɛrɛ ma ake kuba sɔ nanua tɛnɛ o yɛrɛ bɔrɔma a ka o yɛrɛ kuba mɛra n wa yɛ mako do aguriya wu mɛ ne kpati wa ka a ŋɛnɛ je gira wa ka nye kemɛ budi a ɲɛ a nya ɲɛ yɛrɛ ministre ŋuna o suwɔ dote ya. Sous le parrainage de M. François Albert Amichia, ministre des Sports et des Loisirs, maire de la commune de Trècheville, sous la présidence de Monseigneur Pierre Claverissou, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, le révérend père André Ogoun Kayo, curé de la paroisse Saint-Paul des Lauriers de la Riviera, son conseil paroissial, pastoral et la communauté catholique Sainte-Trinité du village d'Akwedo-Atier ont la grande joie de vous convier à la fête de charité qu'il organise le dimanche 10 décembre 2017 à 9h à la chapelle Sainte-Trinité d'Akwedo-Atier. Les fonds recueillis seront destinés à l'achèvement de travaux de la nouvelle église Sainte-Trinité d'Akwedo-Atier. Pour se parler. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection. Pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère.
retour sur votre plateau. J'espère que vous êtes bien installés pour la dernière partie de cette émission qui sera consacrée évidemment à la thématique famille. On parlera donc de fratrie. Et qu'on soit l'aîné ou le cadet au sein d'une famille nucléaire ou recomposée, tout enfant issu d'une fratrie en fait l'expérience. Les relations frères-sœurs aussi généralement entre fusion et rivalité. Pour en parler donc, bien évidemment, comme tous les mercredis, le docteur Assou Nguessan. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Soyez la bienvenue. Merci. On prendra langue avec vous dans quelques instants pour avoir réponse à toutes nos questions. Et puis, comme on le disait avant la pub, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions sur nos différents réseaux sociaux. C'est parti, on regarde l'élément, on se retrouve juste après. Dictionnaire Larousse, la fratrie est un ensemble de frères et sœurs de la même famille, qu'ils soient l'aîné ou le cadet au sein d'une famille nucléaire ou récomposée. Tout enfant issu d'une fratrie en fait l'expérience. Les relations frères-sœurs qui oscillent généralement entre fusion et rivalité. Les relations frères et sœurs ne se vivent pas dans la belle harmonie qui évoque le thème de fraternité. Bien des adultes qui quatre aiment tendrement leurs frères et sœurs ont vécu avec eux dans leur enfance sur un pied de guerre. Je viens d'une famille de 4 frères, 2 sœurs. On a le même père, même mère. Voilà. On s'entend, mais on ne cause pas. Il n'y a pas de causerie au fond. Il y a le truc qui s'est passé dans la famille. Il y a eu des conflits. Donc ça fait que ça nous est séparés. Généralement, quand on se voit, ce sont des bonjours, bonsoir. On n'a rien d'autre à se dire. La relation entre moi et mes frères, ça va, mais c'est depuis on a pris de l'âge, ça a commencé à dégénérer. Il y a d'autres qui ont pris les chemins. Mais à d'autres, on l'appelle décroche pas. Bon, ça fait que ça crée des palabres. Chacun de son coin. On essaie de toujours mettre la monnaie entre nous, mais quand on essaie de les appeler, ils ne décrochent pas. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit comme avant. Soit comme avant, quand on était petit, on soit comme avant, la monnaie qui règne en nous. Pour moi, la famille, c'est la famille. C'est tellement étant plus petit, j'ai pu connaître ce que c'est que la frustration. Mais en grandissant, j'ai compris qu'on reste unis. Par moments, des attitudes des parents ou des femmes pouvaient créer des frustrations. Mais aujourd'hui, je souhaiterais que les gens comprennent que peut-être un enfant hors foyer n'a pas demandé à naître hors foyer. Donc, par moment, qu'on ne voie pas l'erreur du père pour faire subir cela à un enfant. Parce que l'enfant n'a pas décidé de naître dans ces conditions. Malgré cet univers compliqué des frangins-frangines, la fusion s'invite bien souvent dans cette relation. Quand mon père était là, en tout cas, apparemment, le vieux s'arrangeait à ce que voilà, il y ait une bonne entente entre la famille. Depuis que aussi le vieux a décidé, bon, il y a toujours cette entente. C'est important d'avoir un frère et une soeur. Quand tu es seul dans la famille, tu es comme un bébé gâté souvent, tout ça là. Et quand tes frères, tu partages tes problèmes, tes lacunes, tout ça avec tes frères. S'ils ont des idées, mais ils peuvent même t'aider à pouvoir surmonter certains problèmes. En tout cas, dans ma famille, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. La preuve est que chaque dimanche, on organise un repas familial. Et là même, comme par hasard, je m'apprête à apporter un présent à mes petits frères pour qu'ils puissent manger. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Mais quand un conflit s'installe, est-ce ou non aux parents d'intervenir? Les conflits entre les enfants sont des choses qui sont naturelles. Quand il y a ce genre de conflits entre les enfants, il faut les régler calmement en fonction de l'âge des enfants, en fonction du comportement, du caractère des enfants. Le temps conduit certaines fratries du côté d'un amour apaisé, d'autres par contre s'enfoncent dans une rancœur mutuelle qui les conduit au mieux à l'indifférence, au pire à une grande violence. Les mythes Abel et Caïn, Romulus et Rémus montrent l'impossibilité parfois de supporter de n'être plus l'unique, d'être soi tant que l'autre existe. Quelle influence nos frères et sœurs ont-ils sur nous et sur la construction de notre identité? En quoi notre rang dans la fratrie peut-il impacter nos caractéristiques psychologiques et même physiques? Attention, quand les conflits viennent gangréner nos relations, comment trouver la bonne distance? Est-ce ou non aux parents d'intervenir? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce voyage dans l'univers compliqué des frangins et des frangines. Bonjour Madame Bernadette Assou Nguessan. Bonjour Marcelin. Comment vous allez? Très bien, merci. Le constat est là, est clair. Oui, clair, mais quand vous dites la fin de la phrase, là, aussi compliqué, non, pas aussi compliqué que cela. Parfois. Parfois, bon, je le concède, mais pour dire que la notion de fratrie, comme on l'a définie, c'est donc un ensemble de personnes qui sont liées par le lien du sang, donc issues soit de la même mère et du même père en même temps, ou soit avoir un parent commun, soit le père, soit la mère. Et donc, de cette origine-là, naturellement, peuvent naître des rivalités. Parce que la mère n'est pas à moi seule,
le père n'est pas à moi seul. Et nous avons aussi cette influence de toute la culture. Nous avons dit tantôt qu'il y a le fantasme où tout ce que nous imaginons, tout ce que nous souhaitons, déjà quand on attend un enfant dans la famille, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère, il y a ce que nous projetons de ce que nous voulons voir être notre enfant. Donc, nous pensons à un beau garçon, nous pensons à une belle petite fille, et tout cela. Et cela a une influence de ce que nous pensons et ce que nous projetons sur la vie de nos enfants. Ensuite, il y a aussi tout l'aspect culturel. Les premiers, les derniers, le même sexe successivement, le troisième du même sexe successivement, qu'on appelle généralement le Nguessan dans certaines ethnies. Ensuite, celui qui suit donc le Nguessan, le Ndri. Ensuite, il y a aussi le dixième enfant, le Brou. Et dans certaines cultures, le 10e enfant est même banni de la famille. Et donc, selon toutes ces informations qui accompagnent donc la naissance de l'enfant, il y a une certaine influence. Naturellement, son rang de naissance aussi a une importance. Donc, le premier va avoir certainement peut-être le privilège de ce que c'est l'enfant que nous avons désiré, c'est celui-là que nous avons eu. Donc, toute l'affection sera portée sur lui. Et quand les autres viennent, dans la mesure où nous avons la satisfaction d'avoir déjà ce que nous avons, on prend un peu plus, moins de temps à s'occuper du second ou des deuxièmes. Cela peut être complètement l'inverse. Ce n'est pas ce que nous attendons. Donc, quand celui que nous attendons arrive, ben, les premiers, on n'en fait rien. Donc, voilà autant de situations qui peuvent rejoindre le compliqué dont vous avez parlé, mais à la fin, ce sont des choses, quand elles sont bien comprises, nous facilitent donc l'éducation de nos enfants. Cela peut tenir également de la personnalité des enfants. Hein. Il y a des enfants, par exemple, on va avoir l'aîné qui est très studieux, qui est poli, obéissant, l'enfant, voilà, l'enfant parfait. Et puis, on a le second qui, peut-être par sa position de ce que vous venez d'expliquer, est un enfant un peu plus têtu, on dira, Oui, l'enfant pourri, gâté, voilà, à qui on passe tout. Non, même pas, qui n'est peut-être pas très porté sur les études, qui n'aime pas étudier, qui est tout le temps dehors en train de faire la fête avec ses amis également. Donc quand on fait la comparaison entre les deux enfants, bien évidemment, il y en a un à qui on va donner plus d'amour parce qu'il répond plus peut-être à nos aspirations. Oui, c'est l'erreur que nous faisons tous en tant que parents. Mais nous disons que les enfants qui viennent au monde partagent le même patrimoine. Ils prennent de la moitié, théoriquement, hein, de la moitié du père, de la moitié de la mère. Ils partagent le même environnement, c'est-à-dire le sein de la mère. Et donc, cet enfant vient au monde avec autant de chances, autant de possibilités que tous les autres enfants. Donc, naturellement, le parent ou les parents devraient apporter la même attention, faire la même attention. Mais si on se rend compte qu'effectivement, les enfants sont tout à fait différents, tout dépend du patrimoine qu'ils ont pris auprès de leur père. Et puis, naturellement, une partie de leur propre personnalité en se développant dans l'environnement dans lequel ils ont baigné. Les jumeaux même, qui sont même monozygotes, c'est-à-dire c'est la même personne qui se ressemble parfaitement, on voit parfois des différences. Il y a la ressemblance physique, et puis il y a la ressemblance en termes de caractère, en termes de comportement. Donc, deux individus parfaitement égaux, c'est presque impossible, parce qu'il y aura toujours quelque chose pour les différencier. Pour dire que, en fait, c'est vrai que nous partageons le même environnement, c'est vrai que nous partageons donc le même patrimoine génétique et tout cela, mais dans l'éducation que nous recevons, il y a la façon de le recevoir, la sensibilité ou l'acceptation des normes qui sont mises en place par l'éducation des parents, nous ne le recevons pas de la même façon. De cette façon-là, vous allez voir deux enfants qui ont certainement de la part des parents la même affection, la même attention et tout cela, mais qui, dans la réception de l'éducation, des règles de l'éducation, ne le perçoivent pas de la même façon et donc leur caractère intervient effectivement.
Comme disait quelqu'un, les jumeaux ont beau se ressembler et porter les mêmes habits, mais quand ils dorment, ils ne font jamais les mêmes rêves. Absolument. Alors moi, je reviens sur un cas très important. Le fait que les enfants soient différents, au-delà, quelque part, c'est une richesse. Absolument. C'est une richesse également, Absolument. parce que certains parents prennent ça avec beaucoup de découragement. Oh, vraiment, non, cette uniformité-là ne peut pas exister. La différence de que ce soit l'aîné, que l'aîné soit une fille ou un garçon, vice-versa, il faut prendre ça comme une richesse, et c'est là où le rôle des parents, à la base, est hyper déterminant. En fait, le comportement de rivalité ou de parfaite fusion qui peut exister entre les enfants, c'est que l'influence des parents, c'est vrai que nous pensons de cette façon verticale. Les parents qui éduquent donc leurs enfants. Mais cette influence des parents, parfois, est moins importante pour les enfants que l'influence interne. Je veux dire que les enfants, entre eux-mêmes, s'influencent beaucoup plus que les parents d'influencer leurs enfants. Et donc, si les parents ne mènent pas bien cet ensemble, d'ailleurs, que disons-nous? Nous disons les parents et nous disons les enfants. Donc, ce sont deux entités dont l'intérieur est composé de plusieurs éléments. Quand nous disons les parents, c'est papa et maman. Et quand nous disons les enfants, c'est l'ensemble de tous les enfants qui sont là, qui peuvent avoir l'introduction de cousins ou de cousines, mais ce sont les enfants. Et d'abord, dans nos langues à nous, il n'y a pas de cousins. Ce sont des frères. Donc, la fratrie est bien plus large. Donc, l'influence qui va se développer dépend du nombre d'enfants qu'il y a. S'il n'y a que 2 enfants ou 3 enfants, mais les parents n'ont pas beaucoup à faire. Ils ont juste 3 individus. Ils ont juste 3 individus. Permettez que nous avancions. Donc, il n'y a que 3 individus. La charge affective à partager, c'est entre 3 personnes. Mais quand vous avez 10 enfants, déjà à s'occuper de 10 enfants demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissement. Et donc, l'attention qu'on aura apportée à chaque élément des 10 enfants est parfois moins importante que si nous n'avons que 3 enfants dont nous devons nous occuper. Et le ressenti des enfants est effectivement différent. On choisira donc de privilégier peut-être le plus petit, parce qu'on se dit il est le plus petit. Et parfois, malheureusement, on peut confier l'éducation du plus petit à l'aîné qui devient non pas le frère ou la sœur, mais malheureusement le père ou la mère de substitut. Et ça, ce sont des attitudes que, malheureusement, parents, nous adoptons, mais qui n'arrangent pas toujours la vie des enfants. L'autre chose, c'est que, naturellement, il y a cette opposition, parce qu'à un moment donné, nous l'avons dit tantôt, le complexe d'Édipe va s'installer dans le développement de tout enfant. La petite fille, je fais mourir ma mère, je prends mon père. Le petit garçon, je fais mourir mon père, je prends ma mère. Ça, c'est pour faire simple. Mais dans cette attitude-là, si nous restons cristallisés sur « j'ai tué mon père, j'ai ma mère pour moi », vous allez vous rendre compte que très vite, la rivalité va s'installer avec les autres enfants du même sexe. Parce que moi aussi, je tue le père et je m'approprie la mère. Alors, l'objet de la convoitise, l'objet de l'amour et de l'affection devient un objet qu'on ne veut pas partager. Et dans la fratrie, cela peut amener des conflits ouverts ou même larvés. Mais en grandissant, si on reste cristallisé sur cette étude mal réglée, cela peut engendrer des choses beaucoup plus compliquées en grandissant. Donc, vous nous expliquez que la construction même de l'individu est tributaire finalement du sexe de ses frères et sœurs. Absolument. Un garçon qui va naître dans une fratrie où il n'y a que des garçons n'aura pas la même psychologie qu'un garçon, par exemple, qui va naître au milieu de filles, ou au milieu de filles et de garçons. Exactement, et inversement. Et vous allez le constater autour de vous. Vous allez vous rendre compte que si vous avez un seul garçon parmi un certain nombre de filles, le garçon aura tendance à faire comme ses grandes sœurs ou à faire comme ses petites sœurs. On vous rapporter les boucles d'oreilles, on va se cacher pour se maquiller, essayer leur robe, avoir des attitudes
être les amis, les premiers amis qu'a l'enfant, ce sont ceux avec qui ils sont dans son environnement immédiat, la famille, donc la fratrie. Après, ces amis vont se déporter vers ceux qu'on a à l'école, mais qu'on n'a pas tout le temps. Ceux qu'on a à la maison sont tous les jours avec nous. Et il y a lieu donc de s'organiser pour vivre dans cet environnement, trouver sa place et aller à la conquête, soit de la mère, soit du père, soit nier tous les deux et former donc une bonne armée bien cohérente pour dire non à tout ce que diront les parents. Donc vous allez voir que dans une famille, les enfants s'entendent super bien contre les parents. Les enfants sont liés, ils s'entendent bien parce qu'ils ont trouvé l'élément qui fait leur force, qui les fédère, et autour de cela, ils font la guerre donc à l'éducation que peuvent donner les parents. Oui, je ne suis pas trop d'accord avec certains points que vous avez soulevés. Quand vous dites que le nombre, par exemple, quand ils sont 5 ou 6, c'est plus facile par rapport à lorsque les enfants, lorsqu'on a 2, 3 enfants. Quand vous dites que c'est plus facile, c'est par rapport au nombre simplement ou bien c'est par rapport à la gestion du caractère? Non, ce n'est pas le caractère, ce n'est pas la gestion du caractère. Parce que le nombre, ce n'est pas parce qu'il y a énormément d'enfants. On peut avoir 10 enfants et les gérer, entre guillemets, bien, de façon vraiment homogène, alors que 3 enfants peuvent se comporter comme une tribu d'Indiens, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Quand nous disons qu'il s'agit, en termes de nombre, c'est l'investissement à apporter dans l'éducation de ces enfants. Il est évident que quand nous avons un nombre réduit d'enfants, nous avons beaucoup plus de temps à leur consacrer, nous avons plus de moyens à leur consacrer que quand ces mêmes moyens doivent être partagés par un grand nombre. D'accord? Si nous avons 5 enfants, cela demande d'investissement pour 5 personnes, mais quand nous en avons 10 et nous en avons 12, peut-être que des téléspectateurs vont dire 12 enfants, oui. Il y avait même des mamans qui allaient jusqu'à 15 enfants. Et quand on a 15 enfants, l'investissement, à un moment donné, on est épuisé dans l'éducation. On s'épuise parce que les grossesses peut-être ont été difficiles, parce que l'environnement, un certain nombre de choses sont intervenues. Et plus le nombre d'enfants augmente, moins on a de l'énergie pour faire l'éducation de ces enfants-là. Et donc, nous disons, le nombre intervient donc par rapport à l'effort que doivent fournir les parents pour leur éducation, non pas par rapport au caractère à gérer, non pas, voilà, ça n'a rien à voir. Effectivement, 2 enfants ou même un seul enfant peut vous mener la vie très dure. Et alors que vous avez peut-être 5, 6, 7, 10 enfants qui sont tout à fait dociles, qui sont respectueux et qui sont dans leur bulle, qui ont trouvé nécessaire de se mettre ensemble, ils forment leur équipe, ils forment leur ensemble, ils ont leur code à l'intérieur. Et bon, tranquillement, les choses vont bien. Voilà. Est-ce que les puinés, on va dire, copient toujours le caractère de leurs aînés? Alors, quel est l'impact du caractère de l'aîné sur les cadets? Alors, si l'aîné est le modèle que je recherche, correspond à ce que je veux, à mes aspirations, c'est un bon modèle pour moi. Il a de l'influence parmi ses amis, au niveau de la maison, il a de la considération, alors j'ai intérêt à imiter ce qu'il est. Mais si, dans le cas contraire, c'est un frère ou une sœur à qui on fait tous les reproches à la maison, qui n'a pas d'amis, qui est un mauvais exemple, je n'ai aucune raison de vouloir faire comme lui, sauf si, dans mon fort intérieur, il y a un gain. Quel que soit le caractère que nous avons, il y a un gain. Quand nous décidons d'être, je dis décider, mais quand nous sommes dociles, il y a le gain que nous avons, l'attention, l'affection de tous les parents. Mais quand nous sommes rebelles aussi, il y a un gain de ce que on attire l'attention. Voilà, on attire l'attention, on passe pour le dur. Et donc, dans tous les comportements qu'un enfant peut adopter, il y a le gain de ce type de comportement. Nous disons que malheureusement, dans la fratrie, les parents peuvent se fixer sur le développement intellectuel ou sa facilité à apprendre à l'école, son bon résultat scolaire. Et par rapport à cela, on va privilégier cet enfant-là
Alors qu'il faut faire très attention. L'enfant qui est trop docile, qui est parfait, qu'on pense parfait, entre guillemets, qui n'a jamais d'excès de quoi que ce soit. Couver certaines choses. Couve, malheureusement, c'est généralement, très généralement, un pourcentage beaucoup plus élevé d'enfants qui sont en souffrance. Je ne dis pas que c'est systématique, mais parfois, il faut bien regarder dans cette bulle dans laquelle cet enfant se met pour apporter la satisfaction aux parents, pour dire, si les parents ne regardent qu'aux résultats scolaires, je m'arrange pour qu'ils ne regardent pas autre chose. Donc, je travaille bien, je leur apporte les bonnes notes, mais à côté de cela, j'ai toute la permission et toute la latitude dans le secret, de façon avec des amis ou même avec les autres frères ou même tout seul, faire un certain nombre de choses répréhensibles. Il faut que les parents aussi regardent de très près les enfants trop sages et trop dociles. C'est très très bien dit, ça j'aime bien. Alors, nous avons un cas pratique. Hein. Oui. La gestion des enfants, c'est aussi dans des moments clés. Là, la fête de Noël, les fêtes de fin d'année, les enfants observent beaucoup et ils ont beaucoup l'œil comparatif. Quel cadeau il va donner à Cécile, quel cadeau il va donner à Yvan. Alors, est-ce que dans ce moment-là, le tact des parents, il faut avoir beaucoup de tact. Un cas concret, dans le cas de la fusion, pour ne pas être à la base d'une belligérance, pour préserver la fusion, qu'est-ce que le parent fait? Comment il doit se comporter, par exemple, pour les cadeaux de Noël? Comment ça se passe? Pour les cadeaux... Dans une famille de 2 enfants, par exemple. Nous disons toujours que la meilleure stratégie, c'est de faire de vos enfants les amis. Il faut établir la communication, il faut être toujours en contact avec eux, pas se mettre en gendarme réquisiteur, mais un complice qui permet donc de voir les penchants de l'enfant. Toute l'année, la Noël précédente, nous avons offert un cadeau. Quelle a été sa réaction? On a observé, ensuite, après le cadeau, on en parle. Mais après, il faut prendre le temps de parler avec vos enfants. Il faut prendre le temps de parler à nos enfants, d'être complices, de nous intéresser à ce qu'ils aiment. Exemple. Et à ne pas juste dire, je leur donne donc à manger, je paye la scolarité. Non, ce n'est pas je fais. Ce n'est pas l'éducation d'un enfant, ce n'est pas droit et devoir, mais c'est une complicité. C'est ce qui fait que nous parlons d'éducation, qui veut dire que c'est tout un ensemble de choses que nous devons faire pour que cet enfant se sente bien et devienne demain une personne responsable que nous sommes dans la société. Très bien. Alors, Marco, on remarque dans les familles polygames, par exemple, malinquées, on va dire, pendant les fêtes de Ramadan, pour ne pas faire de jaloux, on habille tout le monde de la même façon. Toute la fratrie habillée de la même façon, toute la fratrie reçoit les mêmes cadeaux, et puis tout le monde est content. Comme ça, on ne dit pas, il y a tel qui est privilégié. Nous pensons que tout le monde est content. Enfin, nous pensons que tout le monde est content, mais ce qui est bon pour mon frère n'est pas forcément bon pour moi. Tout à fait. Et nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Donc il faut tenir compte des centres d'intérêt réellement des enfants. C'est vrai que c'est plus facile de dire je ne fais pas de frustration, donc je fais l'uniformité, mais il faut tenir compte de la spécificité des enfants, car même les jumeaux monozygotes sont différents et il faut les traiter comme des êtres individuels à part, qui ont leurs différences et qui ont fort heureusement des ressemblances sur lesquelles on peut jouer. Et c'est ça qui fera que 10 ans, 15 ans après la fraternité va devenir une arme, une amitié. Une arme, je vais dire, dans la vie de tous les jours, parce qu'on sait qu'on a une épaule, on a quelqu'un sur qui compter. Si les parents, bon, en guillemets, ne sont plus là, voilà, c'est tout ça qui construit une vraie fratrie. C'est cela. Et donc, la fratrie, au lieu, j'ai entendu dans le reportage des personnes qui sont complètement séparées parce que le père n'est plus là. Nous avons grandi, chacun fait son chemin. Effectivement, si dans la fratrie, c'était que des rivalités, les parents ont privilégié d'autres, ou en termes de caractère individuellement, on n'a pas aimé ceci, on n'a pas aimé cela, et tout cela, en grandissant naturellement, la vie nous aide à nous séparer. Donc, si nous n'avons pas construit notre fratrie pendant que nous étions dans la même maison, pendant que nous étions ensemble, que nous pouvons partager les parents, un certain nombre de choses, l'environnement et tout cela, si nous n'avons pas pu le construire, la vie de tous les jours, surtout en ces temps, va nous séparer davantage. Donc nous gagnerons donc à construire notre fratrie. Le frère, ce n'est pas l'adversaire, mais c'est l'autre moi, mais qui est différent de moi et qui peut m'apporter.
Et la sœur aussi, c'est l'autre moi qui peut m'apporter un certain nombre de choses, qui peut être mon soutien, qui peut être mon miroir. Et ensemble, nous pouvons donc construire la vie. Ensemble, nous pouvons nous entraider. Et le problème de l'un doit être le problème de l'autre. Ainsi, avons-nous été éduqués par les parents il y a déjà bien longtemps. Les frères s'entendaient. Et pour renforcer tout cela, il y avait ces réunions familiales où on mettait tous ces enfants ensemble. On faisait manger les enfants ensemble dans la même assiette. Tout cela pour consolider donc les liens de fratrie. Manger ensemble. Si je mange avec vous, si je mange avec toi, j'ai partagé les mêmes choses avec toi, je n'ai pas de raison à ne pas t'aimer. Et donc, ce sont un certain nombre de choses que nous devons regarder et voir comment aider nos enfants à grandir et à devenir des responsables que nous sommes aujourd'hui. Ce sera le mot de fin. Merci à vous, Madame Bernadette Assou-Nguessan, avec un thème assez évocateur, vraiment de la famille, la fratrie. Donc, petite sœur Eva, voilà, que vous avez bien entendu, vous allez écouter ce que grand frère Marco dit maintenant, voilà, avec la grande sœur Kadi, dictatorialement parlant. Merci d'être resté en notre compagnie. Passez une très très bonne journée sur RTI1. Ciao, ciao.